Bonjour à vous tous et bienvenue au Télégraphe de Charles. Donc ici Marion Pérez, c'est moi qui vais vous faire la visite. Et avec votre accord, on a ici Monsieur Charles qui s'occupe du site J'aime la baie du Mont-Saint-Michel côté de Bretagne. Et on va filmer la visite pour pouvoir la mettre sur son site. Donc enfin, pour pouvoir mettre des petits extraits sur son site. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui, bien sûr, droit à l'image, tout le monde, vous décidez à quel prix, de toute façon on est déjà avec vous. Donc, C'est d'accord. est-ce que vous me voyez tous? Oui, Alors ici, ce télégraphe porte le nom de son inventeur, Claude Chappe. Claude Chappe, qui était originaire de Brulon, dans la Sarthe, et qui était également le second d'une fratrie de 5 frères. Bon, il avait aussi quelques sœurs, mais elle ne comptait pas encore à l'époque. Donc il a inventé son télégraphe vers 1792. À cette époque, c'est la Révolution française, la mise en place de la Première République, étant assez mouvementée pour la France. Et donc on a besoin d'un système efficace pour envoyer des informations vite et loin. 2 ans plus tard, ce système est adopté. Alors ce qu'il faut savoir au passage, c'est que son grand frère Ignace faisait partie de l'Assemblée législative. Et donc à partir de là, on va voir se mettre en place le tout premier réseau de télécommunications au monde, un réseau de plus de 5000 km où on trouvera 534 stations reliant 29 villes françaises. Alors ce réseau qui est pour Paris va s'étaler sur la France entière et même déborder de nos frontières puisqu'on va le retrouver jusqu'à Amsterdam, Venise, il y aura également un réseau en Algérie. En fait, c'est Napoléon qui a le plus utilisé cette technologie. Le réseau s'est donc développé en fonction de ses avancées, de ses conquêtes. Donc il retrouve en fait le territoire napoléonien de l'époque. Alors ici, nous sommes sur la ligne Paris-Brest, qui a été la 3e ligne mise en place en 1799, après les lignes Paris-Lille et Paris-Strasbourg. Donc la voici, avec ici tous les petits points qui représentent des stations. Donc il y en avait déjà quelques-unes. Alors à votre avis, combien de temps fallait-il pour envoyer un message de Paris jusqu'à Brest avant l'invention du télégraphe? Un cheval, Oui. donc un jour pour faire 30 km. Alors en fait, dans les meilleures conditions possibles, donc en galopant jour et nuit, en changeant de cheval régulièrement, donc à peu près tous les 30 km, et sans incident sur la route, on arrivait à relier les deux villes en 3-4 jours. Donc 3-4 jours, c'est vraiment au plus rapide, on ne pouvait pas faire mieux. Et alors avec le télégraphe maintenant, Une demi-journée? même pas, 3 heures. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Vous imaginez un peu cette avancée technologique? C'est absolument formidable. Passer de plusieurs jours à quelques minutes, c'est un bond géant. Alors par contre, la population n'a pas accès à cette technologie. C'est vraiment un réseau réservé à l'armée. Et comme dans toute armée, on a une hiérarchie avec en bas de l'échelle et les stationnaires qui s'occupent des stations, comme ici. Au départ, 2 par station, on s'aperçoit bien vite que c'est quand même moins cher d'en payer ça. On gardera tout de même les 2 étudiants le matin et l'autre l'après-midi. Ensuite, les tout premiers stationnaires sont des militaires réformés, donc soit à la retraite, soit blessés au combat. Sauf que vous allez le voir, c'est un métier qui est quand même très physique, et donc ils avaient parfois du mal à tenir la distance. Donc très rapidement, on les a remplacés par des jeunes gens du pays, bien costauds, qui partaient à Paris faire une formation de plusieurs mois et revenaient ensuite en tant que stationnaires. Oui, parce qu'en fait, il faut pouvoir être à l'aise avec le mécanisme, pouvoir bien réussir à le maîtriser, et surtout le comprendre pour pouvoir réparer en cas de pépin. Parce qu'il n'y avait pas le dépanneur en bas de la côte, et donc il fallait qu'ils puissent arriver le plus possible à réparer eux-mêmes quand il fallait changer une corde ou quand il y avait un problème. Voilà. Donc, au-dessus de ces stationnaires, nous avons les inspecteurs qui s'occupent d'une portion de 10 à 15 stations. Alors, eux circulent à cheval toute la journée et parcourent leur section pour vérifier le bon état de la ligne. Ils vérifient tout d'abord le travail des stationnaires, la bonne maintenance du mécanisme. Et ce sont également eux qui sont chargés de payer les stationnaires avec un petit bonus pour les plus méritants et inversement pour ceux qui sont trop en retard ou font trop d'erreurs. J'ai une toute petite Oui, question bien sûr. déjà. Bon, Chappe, il a inventé ce système, mais qui est-ce qui a décidé de l'installer partout en France? Alors, c'est Napoléon qui a dit, d'accord, on va pouvoir le mettre. Il faut dire que juste après la Révolution, on se fait attaquer de tous les côtés, notamment par la Prusse. Et donc, on a en fait des troupes qui sont envoyées à plusieurs endroits. On a besoin de communiquer rapidement avec les troupes pour pouvoir justement... Mais c'est un travail énorme d'organiser Ah oui, tout ça. oui. C'est pour ça que pendant un moment, on a eu d'ailleurs que 3 stations. Paris-Lille, Paris-Strasbourg et Paris-Brest. Et je vais revenir là-dessus juste après. Donc, au-dessus des inspecteurs, cette fois, nous avons les directeurs qui s'occupent de direction. Alors, les directions, ce sont les villes principales. Nous avons ici Paris, Saint-Malo et Brest. Alors, ces directeurs sont les seuls à pouvoir coder et décoder les messages. Pour ça, ils ont adapté une clé qu'on appelle le vocabulaire, dont je vous reparlerai un peu plus loin. Donc ça veut dire que tout d'abord, les stationnaires n'avaient aucune idée de ce qu'ils envoyaient. Leur boulot, ce n'était pas de comprendre, ce n'était que de transmettre. Et
Et ensuite, ça voulait également dire qu'on ne pouvait envoyer et recevoir des messages qu'à partir de ces directions-là. Sauf que parfois, on avait besoin d'envoyer des messages ailleurs que dans ces trois grandes villes. Donc dans ces cas-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait en place des directions temporaires. Une simple station accueillait un directeur pour une durée de temps déterminée et devenait automatiquement direction temporaire. Ici, on les a représentés par des petits carrés. Sauf que vous voyez ici, j'en ai un qui n'est pas sur la ligne. Et ça, c'est parce qu'en fait, ils avaient déjà inventé les tout premiers portables, des télégraphes ambulants. Des télégraphes qui pouvaient être déplacés, démontés et déplacés et remontés plus loin. Alors en fait, il fallait les positionner sur une petite butte, mais surtout avec un fond bien dégagé pour pouvoir bien lire les signaux, et à une dizaine de kilomètres de la station précédente. Alors pourquoi 10 km? C'est la distance moyenne qui séparait deux stations. Elles étaient espacées de 9 à 12 km environ. Et pour pouvoir voir à une telle distance, il fallait des longues vues. Alors les choses sont bien faites. C'est un Anglais, John Toland, qui est associé à Londres, qui a inventé une longue vue permettant de grossir de 30 à 45 fois sans déformation d'image, à peine 35 ans avant l'arrivée du télégraphe. Comme quoi, on a inventé dans le bon ordre. Alors là, vous pouvez voir derrière vous, à droite de l'échelle, une petite ouverture carrée. Voilà, dont vous parliez tout à l'heure. C'est bien que vous Donc, regardez. voilà, il y en avait deux par station. Ici, on en a une qui pointe par là-bas et l'autre dans l'autre direction. Alors maintenant que vous savez que nous nous situons à une dizaine de kilomètres les uns des autres, placés sur des petites buttes, à votre avis, entre quelle et quelle station étions-nous ici? On ne connaît pas la géographie. Oh, vous en connaissez au moins une des deux. Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, J'y non. étais. On communique ici avec le Mont Saint-Michel et de l'autre côté, Le Mont le Dol. Mont Dol, tout à fait, le Mont Dol. Alors avant, c'était de ce côté, donc il y avait Avranches, le Mont Saint-Michel, Saint-Marcan, le Mont Dol. Non, pardon, Avranches c'est là-bas. Je confonds. Non. Oh, je suis perdue, vous m'avez perdue. Non, non, c'est ça, Avranches, le Mont Saint-Michel, le Mont Saint-Marcan, le Mont Dol, Cancale et Saint-Malo. J'ai des amis Voilà. qui habitent là-bas. Ah ben. Alors, est-ce que tout le monde connaît le Mont Dol? Non. Et si vous avez l'occasion d'y aller, si jamais un jour vous avez l'occasion d'y aller, vous verrez qu'en haut il y a un très joli moulin avec une tour et une toute petite chapelle à côté. Pas plus grande que ça la chapelle. C'est pas par hasard, puisqu'en fait c'est elle qui est l'ancienne tour du télégraphe. Lorsque le télégraphe a disparu, on a transformé sa tour en chapelle. Ici on l'a transformé en poulailler. Bon, c'est différent, hein, mais c'est grâce à ça qu'on a pu conserver les murs d'origine, puisque faute d'utilisation, beaucoup de tours ont complètement disparu, tombées en ruine. Et alors au Mont Saint-Michel, le télégraphe était positionné à son sommet, à la place de l'Archange. L'Archange qui n'existait pas encore à l'époque. N'oublions pas non plus que pendant la Révolution, le Mont Saint-Michel avait été transformé en prison. Il était donc tenu par des militaires, c'est tout à fait normal de pouvoir y trouver un télégraphe. Et alors pour des raisons économiques, on préférait les construire sur des monuments déjà existants. C'était quand même moins cher. Comme par exemple à Paris, ici au Louvre, place de la Concorde, Saint-Sulpice, ou encore Montpellier, Metz. Alors si ces télégraphes n'existent plus aujourd'hui, c'est qu'en fait, oui, tous ont disparu aujourd'hui, démontés ou détruits par la population à la fin du réseau. Les seuls télégraphes qui existent aujourd'hui ont été tous restaurés ces quelques dernières années. Saint-Marcan est le seul à avoir été restauré en Bretagne, et sur la France entière, on en compte à peine une quinzaine. Donc tous n'ont pas un système en fonctionnement. C'est pas énorme. Il y a une association qui s'en occupe pour les restaurer. Alors en fait non, mais il y a une association qui gère un peu tout ça, c'est la FNAR, Fédération Nationale de FNAR, c'est la Poste pour la réhabilitation des systèmes. Et en fait, nous, ici, c'est la communauté de communes qui a restauré celui-ci. Généralement, c'est les communes, il y a quelques associations. Je sais qu'il y a une association qui a essayé d'en récupérer un, mais ça coûte quand même assez cher. Et pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont réussi à sauver la tour complètement. Donc bon, les infos datent de 2012, donc depuis, je ne sais pas encore. Voilà. Il y en a une ici. Pardon? À Brulon, il y en a une, on est quatre. Alors c'est peut-être parce qu'à Brulon, il n'y avait pas de ligne qui passait par Brulon. Il y a le musée Claude Chappe à Brulon. Donc peut-être qu'ils ont refait un télégraphe pour montrer justement. Vous voulez qu'on rentre, hein? Ça pointe vers la station suivante. Préparation. Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter? Sauf la vase, hein. La vase. J'ai laissé là, au sable. Bon, page 10. J'ai pas pu sortir sans l'aide de quelqu'un. Ah oui, t'as pas pu sortir ça. On n'a pas vérifié, hein. Et la ligne. Sur quoi? On n'a pas vérifié que le truc suivant. Préparation. Oui, j'ai vu. Ça tu prends la photo? J'ai plus de. C'est Alain qui Bon, prend. c'est avec Ligne 24.
Préparation. Le mécanisme automatique, terminé. Il regarde de l'autre côté, il est plus tranquille. Il faut regarder ou là ou en face. Il faut regarder là où ils sont. Les lunettes, Voilà, et là c'est